Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez pour le mieux. N'hésitez pas à prendre une petite tisane, un petit thé au cas où la vidéo soit un petit peu longue, un petit café, un chocolat chaud, une boisson fraîche, ce que vous voulez. Nous sommes en compagnie de la Roby qui fait un gros dodo là. Il y en a une qui papote, c'est Nyx qui discute. Chut, tais-toi, tu vas réveiller les enfants. Et nous avons le ventilateur en fond. Si jamais vous êtes absolument fan de mes cheveux, je sors de chez le coiffeur. Donc ceci explique cela. On va plonger tout de suite dans le vif de la vidéo. On va à nouveau parler de lois universelles, de lois... Tais-toi, de lois invisibles. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 3. Si ça vous intéresse, j'avais fait donc l'épisode 1 sur un peu les lois plus spirituelles, ensuite on avait des lois plus psychologiques, plus qui ont attrait avec le cerveau, et ensuite là on va voir les lois qu'on ne vous a jamais appris et dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, mais qui vont peut-être pouvoir changer votre vie. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à rester avec moi, et puis on passe tout de suite à la vidéo. Nous avons absolument tous déjà vécu cette sensation, celle d'avoir l'impression d'avoir passé sa journée à courir dans tous les sens, mais pour finalement avoir l'impression de n'avoir rien accompli du tout. Et à l'inverse, certaines personnes semblent avancer avec une facilité déconcertante, alors qu'elles ne travaillent pas forcément plus, qu'elles ne semblent pas forcément plus intelligentes, mais elles donnent cette impression d'être toujours en mouvement, toujours en progression. Pendant longtemps, j'ai cru que cette différence venait uniquement de la motivation. Puis j'ai découvert qu'il existait des lois, des principes et des mécanismes étudiés depuis parfois des décennies qui expliquent pourquoi notre cerveau travaille comme il le fait. Pourquoi nous procrastinons, pourquoi nous perdons du temps, pourquoi certaines décisions nous épuisent, et pourquoi nous avons parfois l'impression d'avancer, mais au final on ne fait que tourner en rond. Aujourd'hui je vais t'inviter à découvrir 10 lois qui devraient probablement nous être enseignées à l'école, parce qu'elles peuvent transformer notre manière de travailler, mais aussi notre manière de vivre. Nous avons tout d'abord la loi de Parkinson. Alors, rien à voir avec le trouble de Parkinson, elle a été formulée par Cyril Northcote Parkinson, un historien et essayiste britannique. Cette loi dit « Le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Par exemple, si tu as une semaine pour finir un travail, tu vas rendre le travail en une semaine. Si ce même travail, on te donne un mois pour le faire, tu le finiras en un mois. Prenons l'exemple du fait que tu doives le faire en un mois. Tu vas commencer peut-être par repousser un petit peu le travail, puis tu vas commencer tout doucement. Tu te reliras plusieurs fois, tu modifieras les détails, et tu termineras souvent la veille de la date limite. Oui, on a tous été dans ce cas-là. Alors que si ce même travail, on t'avait donné une semaine pour le fournir, tu te serais mis dans le rush, tu aurais bossé tous les jours, mais tu l'aurais fait en une semaine. Parce que tu n'avais pas le choix. C'est pourquoi se fixer une échéance courte peut augmenter notre efficacité. Non pas parce que nous travaillons mieux sous la pression, mais parce que nous éliminons beaucoup de temps perdu. Ensuite, nous avons le principe de Pareto. Ce principe porte le nom de Vilfredo Pareto, un ingénieur et économiste et sociologue italien. Il est souvent résumé ainsi, 80% de nos résultats proviennent de seulement 20% de nos actions. Alors, c'est un ratio un peu global, mais il apparaît étonnamment souvent que dans ton travail, dans tes études ou même dans tes relations, certaines actions ont énormément plus d'impact que d'autres. Et d'autres occupent énormément de temps pour très peu de résultats. La vraie question à se poser, c'est donc quelles sont les actions qui changent réellement des choses dans ma vie. Ensuite, nous avons la loi de Carlson, formulée par Sune Carlson, ou Sune Carlson, un économiste suédois. Elle explique qu'un travail réalisé sans interruption est généralement plus rapide qu'un travail avec des interruptions. Chaque notification, chaque message, chaque mail, chaque coup d'œil à ton téléphone, ton cerveau, lui, il doit retrouver le fil. Et cela lui demande beaucoup plus d'énergie que de rester connecté en permanence à ce qu'il est en train de faire. Alors on croit parfois être multitâche, mais la réalité c'est que on change rapidement de tâche. Mais que le cerveau, lui, met quand même un temps avant de changer de tâche. Donc ça lui demande plus d'efforts, et du coup ça nous fatigue. Ensuite nous avons la loi d'Illich.
Cette idée est attribuée à Ivan Illich, philosophe et penseur austro-mexicain. Cette loi rappelle qu'après plusieurs heures de travail intellectuel, notre efficacité diminue très fortement. Nous pensons parfois que travailler 10 heures d'affilée signifie produire davantage de résultats, mais pourtant, au bout d'un certain temps, notre cerveau commence à fatiguer et à être beaucoup moins efficace. Nous faisons donc davantage d'erreurs, nous réfléchissons moins clairement, et parfois la pause, ça fait partie du travail. Alors du coup, on ne parle pas de pause toutes les 5 minutes parce que notre téléphone nous envoie des notifications, mais des pauses contrôlées. Par exemple, 45 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Nous avons ensuite la loi de Hofstadter, désolée si je le prononce mal, qui vient de Douglas Hofstadter, scientifique cognitif et auteur américain. Cette loi affirme avec un petit peu d'humour qu'une tâche prendra toujours plus de temps que prévu, même lorsque l'on tient compte de la loi de Hofstadter. C'est littéralement ce que dit cette loi. Donc, souvent, on sous-estime le temps qui nous est nécessaire pour accomplir quelque chose. Et ce, parce qu'on imagine le scénario idéal. On oublie alors les imprévus, les pauses, les erreurs, les changements, la relecture, les interruptions inattendues. Alors parfois, pour certaines tâches, prévoir plus large, ce n'est pas forcément être pessimiste, mais c'est plutôt être réaliste. Ensuite, on a la loi des rendements décroissants, qui dit qu'au début, chaque heure d'effort apporte énormément de résultats. Puis qu'au bout d'un moment, ces résultats vont commencer à stagner, même si on continue à fournir des efforts constants, et que petit à petit, chaque heure supplémentaire va donc nous rapporter de moins en moins. C'est pourquoi travailler davantage ne signifie pas forcément progresser davantage. Il arrive donc un moment où le repos devient plus rentable que l'effort supplémentaire. Ensuite, nous avons le coût d'opportunité, qui dit que chaque fois que tu choisis quelque chose, tu renonces à autre chose. D'où la phrase « choisir, c'est renoncer ». Par exemple, tu choisis de regarder ta série, tu renonces à lire. Tu choisis d'accepter un projet, tu renonces à accepter un autre projet ou à faire autre chose. Tu choisis un sport, parfois tu renonces à un autre sport. Tu choisis d'avoir des enfants, tu renonces à la tranquillité de ne pas en avoir. Tu choisis d'être salarié, tu renonces au fait d'être ton propre patron. Et à l'inverse, si tu choisis d'être ton propre patron, tu refuses d'être salarié. Le principe, c'est que dire oui à absolument tout revient souvent à dire non à des choses essentielles. Notre sommeil, notre santé mentale, notre vie en dehors du boulot, par exemple. Parce que si tu dis oui à tous tes projets au travail, forcément ça va en pâtir à un moment sur autre chose. Donc sur, peut-être, ta vie à la maison. Le temps est une ressource limitée. Le coût d'opportunité nous rappelle que chaque choix a un coût invisible. Validé ? Non, en fait je capte pas. Ah, vous voyez, pour moi aussi ça prend plus de temps que prévu parce que j'ai des imprévus. Oh, il fait pipi maintenant. J'espère qu'on l'entend pas. Je vais attendre qu'il ait fini. Bon mais c'est ça ta vidéo? Non, j'attendais que t'aies fini parce qu'on t'entendait faire pipi. J'y vais là. Je peux remettre là. Je te fais un bisou. T'es rouge. C'est en train de m'enregistrer. Est-ce que je vais réussir à faire cette vidéo entre les enfants qui se réveillent et le monsieur qui revient? Ensuite, nous avons la fatigue décisionnelle. Chaque décision consomme un petit peu de notre énergie mentale. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? À quelle heure je vais prendre ma douche? Par quoi je vais commencer pour mon travail? Et au fil de la journée, notre capacité à prendre des bonnes décisions diminue. C'est pourquoi beaucoup de personnes mettent en place des routines bien rodées qui leur permettent d'éviter de réfléchir. Non pas pour rendre leur vie ennuyeuse, mais dans le but de préserver leur énergie pour des décisions importantes. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui font des planeurs, qui planifient leur journée, leur semaine, leur mois parfois à l'avance, parce qu'au moins ils savent que voilà, sur le mois, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça, et ils n'ont plus besoin de réfléchir. Tout est couché sur le papier ou sur l'ordinateur, et ils n'ont plus besoin d'y penser. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé des trackers. Le lien est en barre d'infos, et vous allez directement sur ma boutique, la Prophétie de Nyx. Ensuite, nous avons le paradoxe du choix. On pourrait croire que plus nous avons de possibilités, plus on est libre de choisir. Pourtant, le psychologue Barry Schwartz, un psychologue américain, montre qu'un excès de choix peut produire un effet inverse. Nous hésitons davantage, nous regrettons parfois notre décision,
Nous avons parfois extrêmement peur de nous tromper face à tous ces choix qui sont devant nous, et paradoxalement, avoir moins de choix apporte parfois plus de sérénité. Par exemple, quand vous avez que 2 choix, c'est qui tout double. Il y a une chance sur 2. C'est l'un ou l'autre. Et au final, bon, vous vous serez trompé, mais il y avait une chance sur 2. Tandis que si vous avez 5 ou 6 choix, ouais, mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait pris le choix numéro 3? Et peut-être qu'avec le choix numéro 1, ça aurait été mieux. Vous voyez? Ensuite, nous avons l'effet Zeigarnik, découvert par Bluma Zeigarnik, un psychologue soviétique. Ce dernier nous dit que notre cerveau retient particulièrement les tâches inachevées. C'est pourquoi une simple liste de choses à faire peut tourner dans notre tête en boucle toute la journée. Commencer l'une de ces tâches, même pendant uniquement 5 minutes, permet souvent de diminuer cette charge mentale. Parfois, le plus difficile ce n'est pas de continuer une tâche, mais de la commencer. Toutes ces lois racontent finalement la même histoire. Nous pensons souvent manquer de motivation, alors qu'en réalité, nous connaissons simplement mal le fonctionnement de notre cerveau. Nous voulons travailler plus alors qu'il faudrait travailler autrement. Nous cherchons à remplir nos journées alors qu'il faudrait accomplir ce qui compte vraiment. L'efficacité ne consiste pas toujours à faire plus, mais plutôt à faire moins, mais mieux. Pour terminer, je voudrais te laisser avec une petite citation, comme à mon habitude. Cette fois-ci, c'est une citation de Peter Drucker, un consultant et théoricien austro-américain du management. C'est long. Il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. Oui. On s'arrête ici. Merci pour ton énergie, merci pour ton écoute, pour ta présence et pour l'énergie que tu apportes à cet espace. Et n'oublie pas, chaque interaction consciente, même ici, est déjà un pas de plus vers ton alignement. Alors si cette vidéo a résonné pour toi, pose une intention et ancre-la avec un like. Dis-moi en commentaire quelles lois tu ne connaissais pas et quelles autres lois tu pourrais m'apprendre, parce que peut-être que j'en ai oublié. Et maintenant, je vous laisse et on se retrouve très vite.